comment va se passer mon accouchement, comment puis-je savoir si je suis en travail, doit-on me césariser ou pas? Voici des questions que certaines personnes se posent dans leur esprit concernant l'accouchement. Dans cette vidéo, je vais me charger de répondre à 10 questions que les gens se posent autour de l'accouchement. Si les questions que toi tu te poses sur l'accouchement ne figurent pas dans celles que je vais énumérer dans cette vidéo, laisse-moi un commentaire en dessous de cette vidéo et je me ferai un plaisir de te répondre. Bonjour, je m'appelle Aminata Koulibaly, je suis sage-femme de profession et sur cette chaîne, on traite de tout ce qui concerne avant, pendant et après la grossesse et de toute autre question de santé qui peut t'aider à améliorer ta santé. Alors, si tous les points que je viens d'énumérer te parlent, abonne-toi à cette chaîne, partage la vidéo, like la vidéo et pour que la communauté s'agrandisse. Alors, 10 questions que j'ai élaboré autour de l'accouchement que je vais détailler dans cette vidéo. Première question, quels sont les signes pouvant me permettre ou quels sont les signes qui indiquent que je suis en travail? Alors, pour savoir que je suis en travail, la première des choses, il faut regarder le caractère des contractions utérines que j'ai. Vous devez savoir que durant la grossesse, nous allons avoir certaines contractions utérines. Mais ces contractions-là n'ont rien à voir avec les contractions qu'on aura le jour où notre travail d'accouchement va commencer. Les contractions qui concernent l'accouchement, les contractions qui montrent que je suis en travail vont avoir un autre aspect. Il y aura des contractions avec une intensité plus forte que les contractions que vous avez eu à ressentir lorsque vous étiez durant tout le processus de la grossesse. Il y aura des contractions beaucoup plus rapprochées. C'est-à-dire que lorsqu'une contraction finit, lorsque le ventre se concentre et que ça relâche tout doucement, ça va reprendre encore très rapidement. Il va avoir encore une contraction. Et lorsque le ventre se contracte et que ça relâche, ça ne relâche pas complètement comme si on n'avait rien du tout, comme si le compteur était remis complètement à zéro. Il y a un petit tonus qui va toujours demeurer. Et ces contractions-là doivent contribuer aussi à la modification du col de l'utérus de cette femme-là. Comment est-ce que ça va modifier le col? Ça va effacer le col, ça va rendre le col plus fin et ça va commencer à ouvrir le col pour laisser le passage à l'enfant qui doit sortir. Maintenant, la chose importante que la femme étant à la maison, avant même d'arriver au centre de santé, peut utiliser pour savoir qu'elle est en travail, ça sera le caractère des contractions, comme ce que je viens de dire en début de cette vidéo. Donc, faites attention au caractère de vos contractions. Vous allez, par exemple, perdre la poche des os et un liquide va commencer à s'écouler et tout ça, ça va vous permettre de savoir que vous êtes en travail. Comment savoir que le col s'est effacé ou le col est en train de se dilater? Ça sera aux professionnels de santé. Lorsque vous allez vous rendre dans un centre de santé, ça sera à eux d'attester réellement que vous êtes enceinte à partir du col. Sinon, au niveau des contractions, vous-même pouvez mesurer. Deuxième question, combien de temps dure en moyenne un accouchement? Alors, à cette question, il n'y a pas de réponse figée. La réponse va différer selon que la femme a déjà eu des enfants ou que la femme n'a jamais accouché. Lorsque la femme n'a jamais accouché, son corps ne reconnaît pas ce mécanisme. L'organisme de la femme ne reconnaît pas le mécanisme. Donc, ça va prendre beaucoup plus de temps. Ça peut prendre beaucoup plus de temps. On dit scientifiquement que le travail d'accouchement d'une primigeste, c'est-à-dire d'une femme qui porte une première grossesse, ne doit pas excéder 12 heures de temps. On doit être toujours dans la tranche de 12 heures. Mais il faut noter aussi que parfois, ça peut ne même pas être de 8 heures de temps et puis la femme va accoucher. On a aussi celle qui a accouché plusieurs fois. Lorsque la femme a accouché plusieurs fois, peut-être une fois déjà, ou par exemple même 2 fois, le corps de cette femme-là connaît ce dont il est question.
Vous voyez un peu. Donc, le processus va se passer un peu plus rapidement. Donc, chez cette femme-là, le travail d'accouchement ne doit pas excéder 8 heures de temps. Vous comprenez? Donc, voilà un peu. Sinon, tous ces chiffres que je viens de vous donner ne sont pas des chiffres fixés, ce ne sont pas des chiffres, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer du tout, quoi. Il peut arriver qu'une femme ne rentre même pas dans ce cadre qu'on vient d'énumérer là. Troisième question. Quelles sont les options de soulagement de la douleur? Alors, cette question me fait un peu rire parce que c'est comme si je viens de manger 2 assiettes de nourriture et je me plains du fait que mon estomac est plein. Le travail d'accouchement, c'est douloureux. Il peut arriver que le personnel de santé ou à cause de la science qui a avancé, on puisse trouver des médicaments pour essayer d'atténuer la douleur, pour essayer de soulager la femme. On peut utiliser des médicaments en pharmacie qu'on va utiliser pour atténuer un peu la douleur. Il y a aussi des moyens mécaniques. Les moyens mécaniques, il y a qu'on peut faire asseoir ou bien mettre la femme dans un bassin d'eau, ça va la détendre, ça va l'aider à calmer un peu la douleur. Il y a aussi la péridurale pour parfois les pays développés ou dans les centres très huppés, où on peut utiliser la péridurale pour essayer d'atténuer la douleur du travail d'accouchement chez la femme. Donc voilà un peu les options de soulagement de la douleur. Quatrième point, qu'est-ce qu'une césarienne et quand est-elle nécessaire? Alors, je pense que dans une prochaine vidéo, je vais revenir sur cette question de la césarienne et quand est-elle requise. Mais dans cette vidéo, je pense que je vais brosser un peu parce que c'est un sujet un peu très long. Bon, la césarienne, c'est un acte chirurgical qui va consister à ouvrir l'utérus de la femme pour faire sortir l'enfant. Et ça aussi, c'est un moyen d'accouchement. Mais dans quel cas il faut faire cette césarienne? Il y a les cas différents. Il y a le cas où la femme n'a pas une très grande taille. Elle mesure par exemple 1,50 m et ça suppose que son bassin est un bassin rétréci. Donc, ça sera un peu plus difficile pour cette femme-là, parfois d'accoucher par voie basse. Donc, dans ces cas-là, on va programmer une césarienne. Une femme qui est enceinte, elle fait ses échographies, elle fait ses consultations prénatales. Vers la fin de la grossesse, elle fait sa dernière échographie. On se rend compte que l'enfant a utilisé le cordon ombilical pour emballer ou attacher le cou. Dans ces cas-là, cette femme ne pourra pas accoucher par voie basse, il va falloir une césarienne parce que lorsqu'elle sera en train de pousser, puisque l'enfant doit sortir d'abord et ensuite le placenta. Or, l'enfant est relié au placenta par le cordon. Donc, lorsque la femme sera en train de pousser, le cordon qui a enroulé le cou de l'enfant peut commencer à se serrer. Et quand ça se serre, vous imaginez un peu ce qui peut arriver. C'est comme quelqu'un était en train de se pendre. Vous voyez un peu. Donc, c'est dans ces cas-là. Il y a beaucoup d'autres cas que je ne pourrai pas énumérer complètement dans cette vidéo. Donc, dans une prochaine vidéo, je reviendrai sur le point. Cinquième point, comment préparer mon corps et mon esprit à l'accouchement. Alors, il faut savoir que pour se préparer complètement à l'accouchement, ça ne commence pas pendant que je suis en travail. Pour me préparer réellement à l'accouchement, ça va commencer pendant que je suis enceinte. Il faut beaucoup bouger, il faut beaucoup, c'est-à-dire avoir des pensées positives, avoir des choses positives dans l'esprit. Ne pas penser à tous ces cas négatifs qu'on a déjà vus concernant les femmes qui étaient enceintes, comment la grossesse s'est passée pour finir la perdu. Non, laisser toutes ces idées-là. Il faut se préparer psychologiquement. Si une personne a accouché, moi je peux accoucher. Regardez un peu comment le monde est peuplé. C'est parti de quoi? Des accouchements. Donc il faut se dire que je peux accoucher, il n'y a aucun problème. Même si une autre personne a eu un problème, moi je peux accoucher. Et aussi son corps, il faut se nettoyer. Parfois, il va falloir se raser à la maison afin d'arriver à l'hôpital. Ça peut se faire par votre époux ou même à l'hôpital si ça gêne, le personnel de santé peut valablement le faire. Il faut se préparer. Sixième point, quelles sont les différentes étapes de l'accouchement? Alors, il faut savoir que cette question ressemble un peu plus à la première question.
Les étapes de l'accouchement, il faut savoir que le travail d'accouchement va commencer en fonction du caractère des contractions utérines et aussi il y aura l'expulsion de l'enfant. Quand il sera l'heure, il y aura l'expulsion de l'enfant, l'enfant va sortir de l'organisme. Et aussi, il y a la délivrance. La délivrance, c'est la sortie du placenta du corps de la femme. Et là, l'accouchement est terminé. Maintenant, le personnel de santé va gérer tout ce qui est hémorragie et puis voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut déplacer la femme, dans quelle mesure est-ce que la femme peut rentrer chez elle à la maison. Donc, voilà un peu les étapes de l'accouchement. Septième point, quel est le rôle du partenaire dans l'accouchement? Alors, le rôle du partenaire, ça sera beaucoup plus dans le sens de soulager la femme, d'accompagner la femme, de lui donner de l'amour, de lui donner de l'attention, de l'aider pendant qu'elle est en train de soupirer, vraiment en train de gémir pour ses contractions. Ça peut commencer chez vous à la maison, ça peut même arriver à l'hôpital. Donc, il va falloir l'accompagner. Voilà un peu son rôle parce qu'il ne peut pas prendre la grossesse le mettre dans lui son ventre et puis porter la grossesse pour vous. Tout ce qu'il peut faire, c'est de vous accompagner en bonne et due forme. Donc, vous comprenez un peu. Huitième point, que se passe-t-il après l'accouchement? Alors, cette question est un peu bizarre. Bon, que se passe-t-il après l'accouchement? Après l'accouchement, lorsque l'enfant va sortir de pour les femmes qui ont déjà accouché, vous voyez souvent qu'on se déplace un peu, on fait quelques mètres avec l'enfant. Parfois, là où on part avec l'enfant, vous ne savez pas vous n'avez pas la possibilité de voir là où on entre avec votre enfant. Ce n'est rien de grave, ce n'est rien de compliqué. Il faut juste aller nettoyer l'enfant avec le liquide qui est sur lui. Il faut nettoyer l'enfant. Il faut faire ses différents vaccins qu'on doit faire à la naissance. Il faut aussi mesurer ses réflexes. Quand un enfant naît, il y a des réflexes auxquels il doit répondre de façon innée, vous comprenez. Lorsque, par exemple, il y a un bruit, l'enfant doit sursauter tout doucement. Lorsque, par exemple, on place le doigt juste à côté de ses lèvres, il a tendance à aller vers là où il y a le doigt, comme étant en train de chercher le sein ou la nourriture. Donc, c'est tout ça. Il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres réflexes qu'on mesure et aussi, on va mesurer, par exemple, la vitalité de l'enfant. Vous comprenez? Est-ce que cet enfant-là peut vivre si on le laisse là? Est-ce qu'il faut lui mettre des appareils pour faciliter sa respiration? Est-ce qu'il faut faire quelque chose? Donc, c'est tout ça qui fait que lorsque vous accouchez, lorsque l'enfant sort, on se déplace un peu avec l'enfant et ensuite on revient s'occuper de vous. Donc, c'est tout cela qui se passe après l'accouchement pour toutes ces personnes qui ne le savent pas. Neuvième point, quelles sont les complications potentielles qui peuvent survenir lors de l'accouchement et comment sont-elles gérées? Alors ça, c'est une question qui a trait plus aux professionnels de santé. Lorsque vous êtes en train d'accoucher, il peut y avoir n'importe quoi. Il peut y avoir n'importe quoi. Il peut arriver que la femme même qui porte la grossesse ne peut pas vraiment pousser. Et quand vous ne pouvez pas pousser, par exemple, vous avez eu un peu de force, vous avez poussé, il y a une partie de l'enfant qui est sortie, peut-être même que sa tête est sortie, ou bien, bon, sa tête n'est pas complètement sortie, et que vous avez, par exemple, l'enfant est au niveau du vagin, étouffé à ce niveau-là, vous voyez un peu à quoi s'attendre. L'enfant peut mourir, l'enfant peut être là en train de suffoquer et mourir parce que vous refusez de pousser. Et à ce stade-là aussi, le personnel de santé ne peut pas faire grande chose parce qu'il y a une limite, il y a une partie de l'enfant qui peut sortir à partir de cette partie-là pour que le personnel de santé puisse faire quelque chose et faire sortir l'enfant. Mais tant que cette partie n'est pas encore sortie, le professionnel de santé ne peut pas faire grande chose. La partie la plus grande du travail repose sur la femme. Et aussi, lorsque l'enfant sort, il peut y avoir des hémorragies. Les hémorragies, la femme va se vider de son sang et il faut agir vite. Donc, on peut perdre la femme pendant l'accouchement. Ce n'est rien d'autre que à cause des saignements. Donc, c'est une partie qui ne dépend ni du personnel de santé, qui ne dépend pas non plus de la femme. Ça dépend des facteurs, je ne sais pas si je dois dire des facteurs naturels ou d'autres choses qu'on n'arrive pas à maîtriser. Et la femme peut décéder. Mais on n'est pas encore à ce niveau. Ne vous inquiétez pas. Dixième point, comment puis-je favoriser une bonne récupération après l'accouchement?
Alors, il faut savoir que il y a des femmes dont le travail dure tellement, elles sont épuisées durant le travail d'accouchement. Lorsqu'elles accouchent aussi, elles arrivent à la maison, l'enfant pleure tellement que c'est difficile de pouvoir faire quelque chose. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux dire pour vous aider à pouvoir récupérer convenablement après l'accouchement? Il faut privilégier un temps suffisant de sommeil. Il faut bien se nourrir. Donc, vous comprenez, si l'enfant pleure trop, en pharmacie, il y a aussi des médicaments qu'on peut utiliser juste pour aider l'enfant à se reposer parce que parfois l'enfant ne dort pas du tout la nuit et c'est la journée qu'il veut se reposer. Privilégiez aussi, vous, ces moments-là pour vous reposer. Faites-vous aider parce que dans cette vie-là, si on ne se fait pas aider, on ne peut jamais avancer. Faites-vous aider par un proche, le conjoint, pour que vous puissiez aussi vous reposer. Organisez-vous. Surtout, surtout, organisez-vous afin que vous ne tombiez pas dans tout un tas de travail en même temps que vous voulez vous reposer, en même temps que l'enfant pleure, en même temps que vous êtes seul à la maison. Donc, il faut s'organiser pour ne pas que le travail soit trop, afin que vous puissiez avoir du temps pour vous reposer. Vraiment, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à ce niveau-là. Merci de m'avoir regardé. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.